Je vais vous parler de la Révolution française à Revel. Vous avez bien compris que le fait de parler de la Révolution française à Revel, je ne vais pas parler des faits qui se sont passés à Paris, qui se sont passés sur le plan national, et je vais essayer d'expliquer comment les faits justement nationaux pendant la Révolution française ont été analysés ici à Revel, ce qui s'est passé, et tout ça, ça a été trouvé évidemment dans les archives. Donc déjà, vous pouvez voir dans la première diapositive, je mets la Révolution française à Revel, dessous il y a marqué ville montagnarde, vous verrez après pourquoi j'ai mis ville montagnarde, parce qu'à l'époque de la déchristianisation, on a donc appelé Revel, qui faisait le nom faisant appel un petit peu au roi, on l'appelait donc d'un nom beaucoup plus abstrait qui était la ville montagnarde. Alors, si j'ai fait cette conférence sur la Révolution, c'est tout simplement parce qu'on va éditer sur le premier semestre 2023 le tome 4. Dans ce tome 4, évidemment, on va parler de la Révolution. Et je me rends compte que la Révolution va tenir à peu près la moitié de cet ouvrage, environ 200-250 pages, parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, il s'est passé quand même pas mal de choses à Revel. Et ce soir, je vais vraiment brosser un tableau vraiment très rapide, très général, pour vous montrer un petit peu l'intérêt de cette période pour Revel. Donc ce tome 4 devait sortir, comme je vous l'ai dit, sur le premier semestre. Il n'y aura pas que ça, il n'y aura pas que la Révolution. On va parler aussi des marchands drapiers, des faiseurs de bas. On va parler de l'eau en général, depuis l'origine, de la démographie, et peut-être des compois, du cadre socio-économique avec la montée de la bourgeoisie, mais là on va en parler un petit peu ce soir aussi. Et tout ça devrait se trouver sur 350 et 400 pages environ. Alors les sources, j'en ai déjà parlé. Les sources sont importantes. C'est important, il y a beaucoup de documentation. Il a fallu trier dedans, mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que trouvant que tout est intéressant, j'ai tendance, vous le savez pour ceux qui ont lu les précédents tomes, j'ai tendance un petit peu à détailler. Mais je trouve qu'il est très important même d'aller voir les petites anecdotes et les petits trucs qui se passent dans les maisons, pousser la porte, rentrer par la fenêtre pour voir qu'est-ce qui se passait dans ces maisons à diverses époques depuis la fondation de Revel. Dans les archives, c'est essentiellement les registres de délibération consulaires, puis après municipales, donc, avec la Révolution, de Revel, où Revel a cette chance d'avoir beaucoup d'archives, d'avoir conservé beaucoup d'archives. D'ailleurs, au niveau des archives départementales de Haute-Garonne, on dit que les archives de Revel sont parmi les archives les plus importantes du département. Parmi les plus, il y en a d'autres, évidemment. En dehors des archives municipales, il y a des archives départementales aussi, qui sont très nombreuses, notamment divers procès, qui ouvrent pas mal de fenêtres un petit peu sur ce qui s'est passé dans la région, notamment lorsqu'il y a eu aussi les phénomènes de la contre-révolution, normalement vers 1799. Des publications, il y en a beaucoup, mais elles sont beaucoup plus générales. Alors là, je fais un petit rappel un petit peu, c'est qu'il y a eu, vous le savez, le bicentenaire de la Révolution en 1989, et ici il y avait une forte dynamique, comme un peu partout en France, puisqu'il y a eu un comité du bicentenaire qui s'était formé. Le président était le professeur de géographie agrégé Pierre Espenon, qui a fait d'ailleurs plusieurs études. Il avait toute une équipe autour de lui, il y avait eu des expositions, et c'est vrai qu'ils avaient écrit pas mal de choses, et évidemment, toutes ces sources, je m'en suis servi. Et enfin, on a pu retrouver quelques je le mets au pluriel parce qu'il se comptent sur les doigts d'une main ou sur les doigts des deux mains, si vous voulez, quelques éléments patrimoniaux dont je vous parlerai à l'intérieur de cette conférence, qui ont été trouvés sur Revel. Alors, avant de parler de la Révolution, malgré que je vous ai dit que je n'allais pas généraliser, bien, il faut quand même parler un petit peu de l'avant-révolution. Et l'avant de la Révolution, et moi je l'ai vu notamment lorsque j'ai vu les registres des libérations consulaires, donc de l'Ancien Régime, et ceux de la Révolution, où on voit un écart énorme, mais au moment où la Révolution commence, c'est qu'avant, dans les registres des libérations consulaires, on ne retrouve pas tellement d'informations sur le paupérisme, la pauvreté, les pauvres gens, la morbidité, la mortalité, très peu. Les bureaux de bienfaisance, on en parle un petit peu. Mais dès qu'arrive la Révolution, bien entendu, on en parle beaucoup.
Beaucoup, tout simplement, parce que c'est très agité dans ce royaume de France au départ, qui deviendra ensuite république. Alors, au XVIIIe siècle, on va parler du XVIIIe siècle, mais on pourrait parler du XVIIe et du XVIe siècle, à Revel, c'est certain qu'il y a beaucoup de paupérisme. Les gens sont très très pauvres. Il y a beaucoup de famines, malgré que ça soit un pays à blé. Vous savez qu'en plus de ce pays à blé, c'est vraiment un terroir très important pour le blé. À partir du XVIe siècle, en plus, il y a le maïs qui va apporter donc une complémentarité alimentaire importante, puisque le maïs a un très gros rendement. Et malgré cela, eh bien, il y a beaucoup de disettes à Revel et dans ses environs, évidemment. Quand je parle de Revel, c'est ses environs. Mais aussi des famines. On va faire la différence entre disette et famine. La dernière famine, où il y a beaucoup de mortalité due à la faim, se passe vers 1710. Donc, pour des conditions climatiques très particulières, il n'y a pas de blé pratiquement, pas de grains, pas de farine, pas de pain. Et le pain étant la base de l'alimentation, notamment pour les pauvres gens, beaucoup de gens vont mourir. Et après, il y a des pics, il y a des hauts, des bas, puisqu'il y a des grandes fluctuations climatiques dans ce XVIIIe siècle. Mais on sait que c'est en quelque sorte une sorte d'hiver. Autant il y a eu l'été médiéval vers l'an 1000 où le climat était bon, là vraiment, c'est une succession de grosses sécheresses l'été et beaucoup d'humidité et de grands froids l'hiver. Notamment en 1788, on dit que c'est une des causes donc, de ce départ de la Révolution. Mais vous verrez que, nous savons bien qu'il n'y a pas que ça, il y a bien d'autres choses qui ont provoqué la Révolution. Donc à Revel, les conditions socio-économiques sont très mauvaises. Un exemple, parmi tant d'autres, c'est que le 2 septembre 1770, il y a une ordonnance du roi qui, face au problème des mendiants et des vagabonds, on ne va pas traiter le problème. On dit que ces personnes-là sont non grata, ils n'ont pas rentré dans la ville et ils vagabondent, ils vont de ville en ville, de village en village, jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, on les retrouve au bord d'un fossé, morts, et ça, on le retrouve dans les archives. On rencontre des comptes rendus où on dit qu'on a trouvé une personne au bord d'une route, morte de faim, quand même. Bon, il y a quand même de la famine. Alors, ce qui est intéressant, c'est la démographie. La démographie, dont là, on est à la démographie. Alors, paradoxalement, à tout ce que je vous ai dit, par rapport à la mortalité, la morbidité, beaucoup d'enfants qui meurent en bas âge, beaucoup de morts-nés, des choses comme ça, malgré cela, on se rend compte qu'au XVIIIe siècle, il y a un essor démographique très, très important. Et là, on a une carte qui est très intéressante et qui est tout à fait sérieuse, puisqu'elle a été faite par Élie Pélaquier, qui a étudié, qui a fait beaucoup de cartographie lors de l'Ancien Régime et lors de la Révolution sur les États du Languedoc. Et l'on voit donc, par les couleurs, pour un indice 100, c'est-à-dire pour une population début 18e siècle qui est de 100, on voit bien qu'à Revel, eh bien, on monte de 100 à 150, par exemple. Il y a beaucoup d'habitants et le chiffre de l'état des citoyens sur Revel donne pour Revel-Ville 3286 habitants, 496 pour Vore, dont 74 citoyens actifs. Je vous expliquerai ce que c'est que les citoyens actifs. Qu'au final, il y en a 400, dont 52 actifs. Dreuil, 502, dont 50 actifs. Le total donnant 4680 habitants, dont 586 actifs. 4680 habitants, ce n'est pas rien. Les 580 actifs, évidemment, on dit actifs, ce n'est pas les gens uniquement qui travaillent, non, c'est les gens qui travaillent mais qui ont beaucoup d'argent et qui donc peuvent voter, participer aux administrations et qui payent le cens. Et c'est pour ça qu'il y a des suffrages censitaires qui vont perdurer quand même pas mal de temps. À Revel, donc, à cette époque-là, à la veille de la Révolution, l'état des lieux est préoccupant. Bien que le canal du Midi, avec la riole de la Plaine, ait pu créer une certaine activité économique d'un certain niveau, les moyens de communication, c'est vraiment peu efficace. Les systèmes de mesure, on le sait, c'est des systèmes archaïques de l'Ancien Régime où, pour une toise ou un arpent à Revel, la valeur n'est pas la même à Carman, la valeur n'est pas la même à Piloran, n'est pas la même à Castelnaudary. Comment, dans des cas comme ça, peut-on faire vraiment du commerce facilement? L'urbanisme de Revel, par contre, par rapport à ce que je vous ai dit de l'essor de la démographie, commence à sortir en dehors des remparts
Et on commence à voir sur les cartes, notamment de 1770, qu'il existe des petits faubourgs qui commencent à se mettre en place autour de Revel. Alors, aussi au niveau alimentation, je vous ai parlé du maïs, début XVIe siècle qui arrive. Il y a un autre aliment qui arrive, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, par contre, au départ, les gens n'osent pas trop en manger. On le donne essentiellement au bétail, mais quand même après ça va prendre et ça va permettre quand même que les gens aient de meilleures conditions alimentaires. Et ici, dans la région, notamment, on a une référence sur Castres avec Jean-Sébastien de Barral, qui a donné le nom donc, au collège de Barral, qui est évêque de Castres, qui va introduire donc, dans le Tarn la culture de la pomme de terre. Quand je parle de Tarn, c'est aussi Revel, Revel étant dans le diocèse de Lavore, pardon. Alors, excusez-moi, j'ai un décalage. J'en ai passé loin. Alors, ici, vous avez les États du Languedoc. Revel est pratiquement un peu excentré, quand même, plus près de Toulouse. Le centre des États du Languedoc, le centre administratif est à Montpellier, le centre judiciaire à Toulouse. À Toulouse, c'est un parlement. À Montpellier, c'est les États du Languedoc. Et la plupart des grandes villes, dont Revel, ont leur représentativité aux États du Languedoc. Pour Revel, ce n'est pas une grande ville. La représentativité ne se fait qu'une fois tous les 2 ans, à tour de rôle. Par contre, pour Lavore, où se trouve le chef-lieu en quelque sorte du diocèse de Lavore, il y a toujours 2 personnes qui vont siéger aux États du Languedoc. Ces États de Languedoc, donc de l'Ancien Régime, c'est là qu'on va décider des impôts, qu'on va décider un petit peu de l'administration, comment on fait les routes, comment on donne de l'argent à certains villages pour faire les choses. Ça se passe à cet endroit-là. Alors, je vous ai fait une petite carte juste après. Elle n'y est pas, hein. Il faut que j'appuie sur les 2. Ouais. Une carte où l'on voit donc que Revel est une ville diocésaine du premier tour, c'est-à-dire une fois tous les 2 ans, ils vont aller à Montpellier. Et donc, participer aux États du Languedoc où beaucoup de choses se passent. Voilà, par exemple, une image d'une séance des États du Languedoc. Ah ouais, je n'ai pas l'habitude, c'est un nouveau système que j'ai mis en place, mais je n'ai pas encore la même. Il faut que j'appuie sur les 2. Voilà, une image où on voit les États du Languedoc. Et vous avez, par exemple, on sait où se trouvent les gens. Par exemple, ici, vous avez le président du Languedoc, là, c'est donc un noble, mais après, ça sera l'évêque de Narbonne, et celui lors de la Révolution, c'est l'évêque d'Illon, qui va présider les États du Languedoc. Vous avez le clergé qui est ici, la noblesse qui est ici, et tout ça, c'est le tiers-État. Et alors, il y a un dessin que je vous présente ici, qui est un peu la même configuration que le précédent, où par contre, il y a le nom des gens, la représentative des États du Languedoc, et un endroit, il y a le diocèse de Lavore, c'est par là. Voilà, je ne sais plus trop où c'est. Bon, ça ne fait rien, écoutez, Lavore. Et on se trouve par ici, c'est-à-dire vous avez le représentant de Revel qui se trouvait à cet endroit-là. Alors, avant la Révolution, évidemment, il y a un élément très important, c'est les hommes des Lumières. Les hommes des Lumières, dont, comme Voltaire, Rousseau, Descartes, Spinoza, Rousseau, notamment avec son contrat social, qui va faire bouger un petit peu la perception un petit peu le tiers-État pour savoir ce qu'il est dans ce pays. Ces idées vont arriver jusqu'à Revel, tout simplement parce qu'il y a à l'école de Sorèze cette abbaye école, cette école royale militaire qui attire des gens des 4 coins du monde, on va dire, en quelque sorte, hein, où l'esprit des Lumières y a pénétré. Le directeur de l'école de Sorèze est Don Despo, et il est ouvert un petit peu à tout ça. Et donc, ces idées des Lumières vont arriver à Revel et vont être le ferment, en quelque sorte, de cette révolte, cette révolution qui va arriver à partir de 1789, j'aurais tendance à dire 1788, voire même avant. Alors, sous l'Ancien Régime, l'administration est un peu compliquée. Parce qu'ici, vous avez les diocèses, il faut faire une différence entre le diocèse civil et le diocèse ecclésiastique. Là, c'est la gestion religieuse,
avec le diocèse de Toulouse, le diocèse de Lavaur, le diocèse de Saint-Papoul. Revel est ici, Dreuil par contre est sur Saint-Papoul, vous voyez, c'est complètement coupé, donc c'est très morcelé, très compliqué. Et les diocèses civils n'ont pas la même configuration que le diocèse ecclésiastique. C'est-à-dire pour tout ce qui concerne l'administration, la juridiction et tout ça, civil, eh bien, Revel est toujours dans le diocèse de Lavaur, Dreuil et Vaudreuil aussi, mais Saint-Félix par contre est dans le diocèse et dépendant de Toulouse, et ensuite les autres sont dépendants de Saint-Papoul. Alors tout cela, c'est très compliqué. Et cela pose des problèmes sur l'Ancien Régime. Tout ça, bien sûr, ça va être arrangé en partie par la Révolution. Alors, les causes conjoncturelles de la Révolution, c'est comme je vous en ai parlé déjà, par rapport aux dizaines et aux famines, c'est les problèmes climatiques, qui ne sont pas bons du tout. Et on le voit très bien, enfin, vous allez le voir très bien là, voilà. On voit très bien qu'il y a des pics de froid, de mauvais temps. Alors là, on voit bien 1709 qui crée la grande famine de 1110, où il y a un été très chaud, un hiver très très froid. Là, il y a pas, les gens ne mangent plus. En 1110, il n'y a plus rien à manger pratiquement. Et juste avant la Révolution, donc ce grand creux, qui est une période assez clémente, disons, mais après, très rapidement, juste avant 89, il y a des pics de froid, de mauvaises années, où les gens vont manquer de blé, manquer de pain. Et là, sur ces pics-là, même à Revel, on voit qu'il y a des problèmes, même des problèmes sociaux, c'est-à-dire que ça bouge un petit peu. D'autres, bon, je vais passer, ça c'est d'autres courbes qui montrent les fluctuations climatiques, même sur la période médiévale, on va passer. Alors, comme Revel est comme Pylorane d'ailleurs, est un des grands centres, je précise bien, de production de blé, enfin, là où se passe la vente du blé et du maïs. Je n'ai pas appuyé. Il y a des mesures à grains. Évidemment, il se passe beaucoup d'échanges. Et lorsque ça manque de blé, les gens sont mécontents. Alors, dans les archives, on trouve ça. On trouve des mécontentements, des gens qui ne sont pas du tout contents, les boulangers qui manquent de farine, on ne fait pas de pain, donc ça commence à bouger. Il y a le prix aussi, le prix du blé et du pain donc, augmente énormément. Beaucoup de gens ne peuvent pas en acheter et les répercussions sociales vont être très importantes. Et on va avoir des espèces de petites révoltes dans les rues de Revel. C'est juste, on ne peut pas détailler davantage, c'est juste marqué. On dit qu'il y a des problèmes dans la ville, mais c'est tout ce qui est dit, ou que les boulangers ne sont pas contents. Voilà. Les causes structurelles, les causes structurelles de la Révolution, ce que je vous ai dit, c'est les Lumières, qui vont mettre en place ces différences entre les trois États inégaux, que sont la noblesse, la clergé et le tiers-État. Et évidemment, sur ce XVIIIe siècle, je dirais même le XVIIe siècle, la montée en puissance économique de la bourgeoisie qui de plus en plus va être riche, va être de plus en plus instruite, et qui va fortement influencer dans le cours de la vie et dans l'économie. Donc ces gens-là ne sont pas contents de leur État, et ils veulent absolument avoir un peu plus de pouvoir. C'est aussi la crise institutionnelle que traverse la monarchie française avec sa crise financière. Mais on sait qu'entre les nobles et le roi, il y a des problèmes. Il y a aussi beaucoup de problèmes entre les États, comme l'État du Languedoc, les parlements, et on va le voir notamment en 1788, avec le Parlement à Grenoble, où il y aura une véritable révolte dans la ville de Grenoble. Ça va être la journée des Tuiles, je vous en parlerai tout à l'heure. Et ensuite, une prise de conscience aussi du tiers-État un petit peu. Et alors il y a des gens, ce n'est pas évidemment les petites gens qui vont penser qu'ils vont avoir des états d'âme ou qui vont écrire, mais c'est des gens, des bourgeois qui vont prendre conscience de ce fait. Par exemple, on va voir Seyès qui va écrire qu'est-ce que c'est que le tiers-État, et il dit le tiers-État c'est tout. Qu'a-t-il été jusqu'à présent dans l'ordre politique? Il ne sait rien, il n'a rien du tout. Et qu'est-ce qu'il veut? Il demande à être quelque chose. D'autres phrases qui disent le tiers-État avant 1789, le tiers-État n'est point un ordre, il est une nation. Enfin, un autre, et ça je crois que c'est Voltaire qui le dit, une nouvelle distribution de la richesse entraîne, c'est-à-dire prépare, une nouvelle distribution du pouvoir. Ça c'est pour la bourgeoisie
donc qui s'est enrichi. Beaucoup d'ailleurs vont s'ennoblir. Par exemple, on a le dernier seigneur de Durfort, qui n'est qu'un certain Lacombe, un grand bourgeois de Revel, qui va devenir seigneur de Durfort, c'est le dernier seigneur de Durfort, et dont il demande à avoir un peu plus de pouvoir. Et enfin, il y a les guerres. Les guerres aussi. Il y a la guerre de succession d'Autriche entre 1740 et 1748, qui pose beaucoup de problèmes économiques, des morts, ainsi de suite. Les gens ne sont pas contents. La guerre de 7 ans, qui est désastreuse, 1756-1763. Et la guerre d'indépendance des États-Unis, qui peut être une fierté de la France, puisqu'on a permis l'indépendance des États-Unis. Mais, évidemment, on y a laissé beaucoup d'argent et les caisses de l'État sont vides. On voit par exemple sur cette image d'époque satirique, on voit que sur la pierre sont gravés les mots noblesse et clergé qui écrase le tiers-état étant évidemment l'homme qui est sous la pierre. Et ensuite, il y a les maladies. J'en parlais tout à l'heure avec un ami docteur. Au XVIIIe siècle et bien avant, évidemment, et même après, au XIXe siècle, avec le choléra, il y a beaucoup de maladies. Évidemment, ces maladies, on ne connaît pas les bons médicaments, il se fait un peu n'importe quoi, parce qu'on retrouve même certaines ordonnances des médecins qui prescrivent, voilà, pour la rougeole, la variole, la typhoïde, la peste et la lèpre, on fait tout et rien. Et donc, on a beaucoup de cas de variole, beaucoup de typhoïde, la rougeole. La peste, on ne la voit plus depuis 1720, et en 1720, elle s'est arrêtée dans les environs, disons, quelques centaines de kilomètres autour de Marseille, il n'est pas venu jusqu'ici. Quant à la lèpre, elle existe encore de façon vraiment très, très en détail, mais on n'en entend pas trop parler. Par contre, on retrouve beaucoup ces fameuses fièvres malignes putrides dues à l'eau, notamment lorsqu'il fait chaud. Et à Revel, on retrouve donc ces problèmes de maladie qui provoquent quand même pas mal de dégâts. Le choléra, par contre, on le verra le siècle après, au XIXe siècle, notamment en 1854. Alors, je vous avais parlé de ces États, comme l'État du Languedoc. Mais autour de Grenoble, un jour, il y a l'armée royale qui est défaite parce que le peuple n'est pas d'accord, l'Assemblée n'est pas d'accord aussi. Le roi, avec son absolutisme, interdit à l'Assemblée de voter ou de décider certaines choses. Donc il y a une révolte qui se fait, et c'est en juillet 1788. Voilà. Et donc il y a une assemblée à Vigiles qui se fait avec les 3 États, clergé, la bourgeoisie tiers-État, la noblesse et le clergé, où ils décident de prendre une certaine autonomie par rapport au roi. Et c'est ce qui va, entre autres, en plus des problèmes économiques, il n'y a plus d'argent dans les caisses du roi, va provoquer la réunion des États généraux. À côté de ce problème de la journée des Tuiles de juin 1788, on retrouve, par exemple, en 1782, la police à Paris qui donne des informations inquiétantes. Souvent, on dit qu'il se passe des choses dans la ville. On sent qu'il y a des mouvements, des émotions populaires, comme on dit à l'époque, ou des frémissements du peuple. Et il y en a pas mal sur Paris et ailleurs. En 1785, on a le cardinal de Bernis, qui est archevêque d'Albi, en 1764. Il est archevêque d'Albi. Et à cette époque, il aurait déclaré à un ami, « Je suis vieux ». Déjà en 1764. Il disait, « Je suis vieux et je voudrais bien finir ma vie sans être le témoin de la révolution qui menace le clergé et la religion. » Voilà donc un visionnaire qui avait vu qu'il allait se passer quelque chose. Donc manifestement, en France, il y a plein d'événements qui montrent qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas du tout. Le 7 août 86 à Lyon, c'est une insurrection ouvrière, c'est l'émeute des dessous. Et puis à Paris, c'est des incendies de corps de garde et des émeutes aussi un peu partout, qui se passent à Marseille, à Aix, à Besançon, à Amiens, à Dax, en Ile-de-France, Meaux, Pontoise, à Montlhéry, Jouy-en Josas, Rambouillet, même à Toulouse, un peu partout. Il y a ces émotions populaires comme on retrouve dans les textes. Donc,
il y a une immense pauvreté à cause de la misère du temps. À Revel, on a un consul, je crois qu'il s'appelle Caillasson, Calvrac de Caillasson, qui dit qu'à Revel, tout cela cause une si grande pauvreté que la plus grande partie du monde sont au point qu'errant et abandonnent les travaux des terres, ce qui cause des dommages très considérables et qu'il est à propos de remédier à ces abus et malversations. Et ensuite, 1748, on dit qu'à Revel, le grain est charbonné, les prés sont entièrement desséchés. 1752, la situation sociale est vraiment peu reluisante. Des ateliers de charité vont être mis en place pour pallier aux problèmes. Revel devient aussi, étant un petit peu la petite métropole du coin, devient l'asile des habitants de la campagne qui viennent chercher de quoi se substanter. Et déjà à Revel, on a du mal à s'occuper des pauvres gens revellois. Et en plus, il faut s'occuper de ceux qui viennent d'ailleurs. Et le nombre de pauvres augmente sans cesse de façon extraordinaire. Les terrains sont toujours incultes. Cette année, dit le consul, la récolte a totalement manqué. Et de nombreux pauvres périssent faute de subsistance. Et 1769, le premier consul, Molle de Puridon, à Revel, dresse un bilan social de la ville et ose démontrer, il ose dire qu'il y a une très grande difficulté à exécuter les ordres du roi, tout simplement parce que la population n'est plus écoute moins les ordres qui viennent d'en haut. Pour les mendiants, on va même faire presser sur du fer blanc des médailles. Des médailles, ce n'est pas pour les décorer, mais c'est pour dire que ces médailles seront données à nos propres mendiants, c'est-à-dire aux mendiants revellois. Eux seuls auront droit aux quelques secours qu'on peut leur donner. Les autres qui viennent de l'extérieur, ils n'ont pas de médaille, donc ils n'ont rien du tout, et à la limite, on les met dehors. Il y a encore des remparts à Revel, et je ne sais pas si les portes ferment bien, mais en tout cas, les mendiants, ils ne restent pas à Revel. Donc, il y a pénurie de pain à Revel, et même le 12 juin 1778, une lettre anonyme a été écrite au consul, toujours de Revel, disant qu'on mettrait le feu à la ville et aux maisons les plus riches. Donc on voit très bien que dans la population, il y a un énorme malaise. Toujours d'autres prises de position des consuls face aux crises. C'est une véritable défiance au roi. Et par exemple, le 22 octobre 1781, c'est la naissance du dauphin. On doit faire donc un Te Deum, la fameuse grande messe, à l'église, pour fêter cela, comme lorsqu'on fête des victoires de l'armée. On doit faire des feux de joie, on doit faire éclater des boîtes à feu, comme des petits canons, on fait du bruit. Et la joie va être dispensée, et cette joie doit être dispensée dans toute la population de Revel. Et le consul n'est pas d'accord. Il dit qu'on ferait mieux de passer tout cet argent, toute cette énergie à aider les pauvres gens et à venir au secours de l'humanité souffrante. Et ainsi d'accorder la même faveur que la communauté désire plus particulièrement d'employer au soulagement de cette portion de l'humanité souffrante que nous devons chérir et plaindre et qui, relativement aux misères, de tenir au point les ressources nécessaires pour partager les plaisirs des riches. Là, on voit bien, même dans le tiers-État, ce que nous pourrons appeler le quatrième État et la bourgeoisie, quelque part aussi les riches, que ce quatrième État demande sa part indirectement. Et ensuite, en 1788, à l'automne de 88, à Péloran, il y a des troubles qui sont fomentés lorsqu'il y a un transport de blé pour Revel. 25 dragons devront demeurer en permanence pour rétablir le calme. Et ensuite, il y en a plein d'autres. Il y en a bien d'autres. Et on va créer des magasins de précaution à Revel. C'est-à-dire qu'on va essayer, à certains moments, lorsqu'on arrive à avoir du grain, d'en garder pour le moment où ça ira très mal. Donc, on va préparer les états généraux à Revel. Comme je vous le disais, juste après la journée des Tuiles à Grenoble, c'est le 7 août 1788 que Louis XVI va signer la convocation pour les états généraux. Ces états généraux n'ont pas été réunis depuis 1614. Ils s'étaient tenus d'octobre 1614 à février 1615. Et les gens, évidemment, sont très heureux que ces états généraux
puisse se tenir, parce qu'enfin, ils vont pouvoir dire ce qu'ils ont sur le cœur. D'autant plus que dans le cadre et avant la préparation de ces états généraux, on va faire des cahiers de doléances. Alors à Revel, il y a eu des cahiers de doléances, comme un peu partout, dans toutes les villes et les villages. La plupart, évidemment, ont été perdus. Celui de Revel n'est pas connu. Je crois qu'il y a celui de Saint-Juliat, je crois, ou de Montaigut qui existe, pour parler de la proximité. Mais on peut savoir à peu près ce qui a pu se dire sur ces cahiers de doléances de Revel, puisque tout a été reporté à la sénéchaussée de Castelnaudary, puisque c'était là qu'il y avait l'organisation politique pour pour décider des députés qui iraient aux États généraux. Dans ces expressions verbales, ça va commencer le 30 novembre 1788 à l'hôtel de ville de Revel. Et Dirat, qui est consul-maire, va s'exprimer, il va dire « Le roi vient de rendre à ses peuples l'exercice de leurs droits après plus de 2 siècles d'interruption. » Un peu moins de 2 siècles. Bon. Il poursuit. « Cela nous donne lieu d'espérer qu'on suivra le même ordre aux États généraux et que le nombre des députés du tiers-État égalera à celui des 2 premiers ordres réunis. » Jusqu'à maintenant, la noblesse représentait une tête de noble, c'était une voix, pour le clergé, c'était une voix, une tête du tiers-État, c'était une voix. Et on veut, c'est-à-dire qu'une fois que tous les 3 ordres étaient réunis, eh bien, c'était 2 tiers noblesse, clercs-État, et le tiers-État était, c'est le cas de le dire, n'avait qu'un seul tiers des votes. Et là, il demande le doublement des voix au tiers-État et le doublement des députés, ce qui se fera d'ailleurs. Un petit peu en force, mais ça se fera. Alors, comme je vous le disais, pour se faire une idée donc, des courants de pensée revellois, des plaintes doléancées revelloises, il faut se référer à ces expressions verbales qui vont être émises lors de la réunion du 14 janvier 1789, qui vont concerner la préparation des cahiers de doléances. Et ça va être une réunion importante qui va avoir lieu au couvent des Dominicains. C'est le couvent qui se trouve à la galerie du Levant. La réunion, ils l'ont fait là parce que c'est le seul endroit où c'est qu'on peut contenir plusieurs centaines de personnes. Alors, les documents qui sont à lire et qui existent, que vous trouvez d'ailleurs sur Internet, c'est les cahiers du tiers-État de la sénéchaussée de Castelnaudary, mais il y a aussi ceux du clergé de la noblesse. La rédaction finale de ces cahiers de doléances au niveau de la sénéchaussée seront effectués le 7 avril 1789. Et les délégués de Revel, bien entendu, faisaient partie de cette sénéchaussée de Castelnaudary. Voilà, ça c'est ce que je viens de vous dire, excusez-moi. Le 1er janvier 1789, comme la plupart des 1er janvier des années précédentes, on met en place le conseil politique. Le conseil politique, il consiste à élire un consul, un adjoint, une équipe qu'on va appeler municipale, si vous voulez, et un grand conseil général, qui n'a rien à voir avec un conseil général départemental, mais le conseil général de la ville, qui comporte entre 12 et 24 personnes. Donc, ce 1er janvier, les gens se réunissent à 1h de l'après-midi et élisent leur bureau municipal. C'est le 14 janvier 1789 à 14h qu'on va voir sous la place centrale de Revel une grande agitation. Grande agitation parce que là, ce n'est pas quelques dizaines de personnes, c'est 200 personnes qui vont se retrouver. Et toutes ces personnes vont aller, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans ce cloître des Dominicains, où tout le monde, c'est une sorte d'assemblée générale de la ville qui se fait, et qui est dirigée au départ par M. Dirat qui est le maire. Et celui-ci prend la parole au départ et il dit, je crois messieurs, qu'avant de commencer cette délibération, il serait convenable d'élire un président, pris dans les 2 premiers ordres. Encore là, bon, la noblesse et le clergé a toujours droit de citer. Et c'est M. de Vaudreuil, le marquis Rigaud de Vaudreuil, qui est élu donc comme président de l'Assemblée. Et il va dire, messieurs, l'honneur que vous me faites en me choisissant pour présider cette Assemblée me flatte infiniment. Les marques d'estime que vous m'avez données dans toutes les occasions qui me sont présentées me pénètrent de reconnaissance. Et Louis-Philippe de Rigaud n'est pas n'importe qui. Ça a été le 2e plus haut gradé de la marine française en Amérique pendant la Révolution américaine, après le comte de Grasse, dont c'est une notabilité, quelqu'un de très important.
Donc à Calarcé vont se réunir les représentants de toutes les petites villes. Alors, pardon, toujours en retard. Là, je ne suis pas... Voilà, Rigaud. Celui qui va siéger d'ailleurs en tant que député de la noblesse pour la sénéchaussée de Castelnaudary à Paris, aux États généraux, c'est lui. Et c'est lui qui était pour l'indépendance américaine. C'est lui qui va participer notamment à la bataille de Yorktown. Donc voilà, merci Jean-Charles d'avoir arrangé, parce qu'au début c'était flou. Jean-Charles, c'est celui qui envoie les photos là-bas, où l'on voit ici tous les petits villages et les représentants du tiers-état, du clergé et de la noblesse. Donc je pense que c'est dans le second qu'on voit Revel. Voilà, Revel, on voit que c'est, pour le tiers-état, Jean-Louis de Goutte, Pierre Lacombe, etc., etc. Et ensuite, vous n'avez qu'à lire. Après, c'est la noblesse et le clergé. Non, le clergé, puis la noblesse à la fin. Donc ces gens vont se réunir là-bas. Ils vont élire donc 4 délégués qui vont aller aux États généraux, à savoir 2 du tiers-état, 1 de la noblesse et 1 du clergé. Caillasson de Calvérac est candidat, mais il ne passera pas. Les 2 représentants du tiers-état seront de Guillermy et Martin Doche. C'est des gens de Castelnaudary qui font partie du tiers-état. Il faut dire qu'à Revel, on avait bien mis une condition. Lorsqu'on avait pris les députés pour Revel qui devaient aller à Castelnaudary, on avait bien précisé qu'il ne fallait pas que ces représentants du tiers-état de Revel aient quelques titres de noblesse, même si c'était un bourgeois qui avait pris un titre de noblesse. Il fallait vraiment que ce soit des gens du peuple. Ça, il l'avait bien mis noir sur blanc sur le papier. Donc, cette réunion a lieu et donc, le 18 mars 1789, à Castelnaudary, les cahiers sont rédigés et ensuite, le procès-verbal est déclaré le 7 avril 1789 où on dit quels seront les députés qui iront à Paris. À Paris, je ne vais pas vous passer l'histoire, tout ce qui se passe, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe le 20 juin 1789 avec le serment du jeu de paume. On sait que depuis le 17 juin 1789, l'Assemblée nationale a été décrétée, un peu manu militari, enfin par la force un petit peu, et le 20 juin, lors du serment du jeu de paume, eh bien, les députés vont décider de ne plus se quitter avant d'avoir donné une constitution, et dont ils vont s'appeler en quelque sorte Assemblée nationale constituante. Donc c'est le serment du jeu de paume qui est largement représenté par une peinture de David, mais aussi par des bas-reliefs, où l'on voit donc le maire de Paris, Bailly, monté sur une chaise, avec tous les députés qui sont autour, et qui évidemment, dans un état d'allégresse, et tout ça, disent, voilà, c'est nous l'État, dont on ne se séparera plus, et ainsi de suite. Et il y a une personne qui, elle, se retrouve complètement recroquevillée et va marquer sur les registres où tout le monde signe sans problème, c'est notre fameux Martin Doche, le représentant de Castelnaudary, qui dit qu'il est opposant. Guillermy, qui est le second député du tiers-état, lui, il a signé. Martin Doche, lui, il ne signe pas. Et on le voit même dans la peinture de David, on le voit complètement affalé, les bras en croix avec les gens qui le cernent, qui lui disent « il faut que tu votes comme tout le monde ». Et on le voit ici, ça c'est un gros plan du détail. Donc, nous avons un des députés du tiers-état de notre sénéchaussée qui a été le seul opposant donc, à ce serment du jeu de paume. Alors, pour ce qui concerne Revel aussi, juste après la prise du 14 juillet, une semaine, 2 semaines après, il y a un phénomène qu'on a appelé la grande peur qui se retrouve dans tout le pays. C'est ce que vous voyez un petit peu au travers de ces flèches. Et Revel n'est pas épargné. Et à Revel, c'est vrai qu'il y a des bruits qui se disent, notamment le 2 août, on reçoit une lettre à Revel et on informe que des troubles journiers sont provoqués par des troupes de brigands à Montauban. On fait une grande réunion qui va se passer à l'église de Notre-Dame. Pour le moment, elle s'appelle encore église de Notre-Dame. Et la population se réunit en assemblée générale. À Revel, on n'a que 30 hommes armés. Et on propose donc à M. le comte de Périgord, commandant en chef de la province,
la dotation de 300 fusils avec leurs baïonnettes, qui seraient à l'arsenal de Carcassonne. Et on fait sonner le tocsin et la générale, parce que tout simplement, on pense que dans la montagne, les gens vont arriver et vont descendre dans la plaine. Évidemment, cette grande peur, en tout cas pour Revel, se soldera uniquement à ça, à une peur, c'est tout. Mais dans d'autres endroits, évidemment, il y aura des prises de châteaux, il y aura des exactions, il y aura des morts, il y aura beaucoup de choses dans ce genre. Mais chez nous, ça se s'arrêtera uniquement à ça. Alors, comment sont perçus les grands événements de Paris à Revel? Vous avez vu, j'ai passé le 14 juillet, je n'ai pas parlé de la prise de la Bastille, je n'ai pas parlé de plein d'autres choses, de la création de l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Il faut savoir que lorsqu'il se passe quelque chose à Paris, pour que ça arrive à Revel, il faut compter environ 6 à 7 jours. 7 jours pour un courrier rapide. Mais à 6-7 jours, évidemment, tout était en décalage. Et c'est vrai que là, on se rend compte que ce n'est que le 6 août 1789 à Revel, en tout cas, c'est ce qu'on trouve dans les archives, ce n'est que le 6 août que l'on voit une intervention donc, du maire et de la municipalité, le consul-maire, on va dire, qui vont faire une adresse à la nation, laquelle adresse est ainsi dirigée, elle dit que la conduite sage et courageuse qu'a tenue jusqu'ici l'Assemblée nationale mérite les remerciements de tous les Français. La ville de Revel, non seulement pour se conformer à l'exemple que lui ont donné de plusieurs villes du voyage, mais encore pour remplir le devoir le plus cher à son cœur, a rédigé un projet d'adresse qu'elle a communiqué aux différentes villes du diocèse de Lavore, lesquelles y ont tout unanimement adhéré, à charge de messieurs les officiers municipaux de Revel, d'offrir à l'Assemblée nationale au nom collectif du diocèse de Revel. Et Faure-la-Pomme, qui est à l'époque consul-maire, se réjouit et il explique et il montre de quelle façon et de la manière bruyante dont à Revel on a célébré cette importante époque pour la monarchie et le tiers-État qui a eu la fermeté de se constituer en Assemblée nationale. À cette époque-là, évidemment, on crie encore « Vive le roi », on pense à une monarchie constitutionnelle, et le roi est encore le père de l'État de la France, et les gens ne pensent pas à autre chose. Il faut savoir que le 4 août, donc contemporainement, de façon contemporaine à tout cela, le 4 août, l'Assemblée nationale constituante va voter l'abolition de tous les privilèges féodaux. Mais il faut savoir que sur les mois qui suivent, il y a beaucoup d'agitation. Beaucoup d'agitation, ça c'est assez mal perçu. Il faut absolument essayer de remettre tout ça sur les rails. Et on va décréter une loi martiale. Cette loi martiale est votée le 21 octobre 1789 et elle est votée le lendemain, ou presque le jour même, parce qu'on est exaspéré par un dernier acte de violence, il y en avait eu d'autres, des dizaines avant, qui s'était déroulé à Paris, qui concernait l'assassinat d'un boulanger parisien par une foule complètement hystérique. L'Assemblée nationale constituante décrète l'établissement de la loi martiale dans les cas de rassemblements séditieux et d'émeutes. Et à Revel, on a les textes qui arrivent, on décrit tout ça. Évidemment, on parle d'un drapeau blanc, d'un drapeau rouge, comment se décrètent les préparatifs juste avant le tir. On fait 3 sommations, ainsi de suite. Donc tout ça, c'est bien expliqué à Revel. Et on sait que la loi martiale sera appliquée. On sait que la loi martiale sera appliquée le 17 juillet 1791 au Champ de Mars, sur l'ordre de Lafayette et de Bailly, qui va tirer sur le peuple qui est désarmé. Et il y aura quand même une très grande tuerie. Et ça va être déjà une cause de divorce un petit peu entre le tiers-État et le roi, en quelque sorte. Alors, après, il va y avoir la formation des municipalités. Et c'est fin décembre 1789 qu'on va abolir les pouvoirs consulaires, c'est-à-dire c'est fini. Il n'y a plus de livret rouge et noir pour Revel, il n'y a plus de chaperon, le maire n'est plus consul, et l'équipe consulaire n'est plus consulaire, elle est municipale. Donc c'est à partir de janvier 1790 que va se mettre en place
cette municipalité. On se rappellera que quelques jours après le 14 juillet, il y avait eu déjà une annonce par rapport à ça, lorsque Louis XVI est allé rendre visite au maire de Paris, à l'hôtel de ville, qui était bailli, et lequel bailli ne l'avait pas reçu, comme le recevait avant, le genou à terre, avec les clés, enfin tout un tas de traditions qui n'ont pas été respectées ce jour-là. Et c'est ce jour-là que Bailly a fait mettre sur le chapeau de Louis XVI la cocarde qui était devenue tricolore depuis quelques jours seulement, puisqu'à l'époque, bien avant, quelques jours avant le 14 juillet, les couleurs étaient aux couleurs de Paris, c'est-à-dire le rouge et le bleu. Et c'est Lafayette qui, le 12 juillet, 2 jours avant la prise de la Bastille, avait demandé à rajouter le blanc. Et d'ailleurs, lors de cette entrevue avec Bailly et Louis XVI à l'hôtel de ville, Lafayette avait glissé un mot à Louis XVI en lui disant « Vous avez vu, sire, j'ai fait rajouter le blanc. » Et Louis XVI lui a dit ben, « Vous avez très bien fait, évidemment. » Le blanc représentant la royauté. Donc voilà, Revel, plus de chaperons. Voilà. Et depuis ce moment-là, donc, nous n'avons plus de consul à Revel. Alors on a justement un document qui sont les résultats du scrutin entre le 8 et le 15 février 1790, où c'est Caillasson de Calvera qui est le premier maire, en quelque sorte. Il y a une liste dessous, une liste de 8 noms, qui est le premier cercle autour du maire. Et ensuite, nous avons ensuite des notables qui font le conseil entier, le conseil général de la commune. Et juste après ça, juste après février 1790, on voit dans les registres libéraux toute une avalanche de textes, de lois, de décrets, de directives de l'Assemblée nationale. Alors là, c'est surtout sur la chasse, sur les places à l'église qui étaient nominatives, sur les pigeonniers, ainsi de suite, et évidemment sur les nouvelles lois mises en place dans le royaume. Dreuil profite de cette mise en place des municipalités pour s'affranchir de Revel. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a un registre. On a un registre qui existe pour Dreuil et Vaudreuil, spécifique à Dreuil et Vaudreuil, où on voit que dans l'église de Dreuil, les gens de Vaudreuil et de Dreuil se réunissent et vont essayer de créer une municipalité indépendante de Revel. Mais à midi, ils ne s'entendent plus. À midi, les gens de Vaudreuil s'en vont, il reste ceux de Dreuil, donc Dreuil continue leur travail, et Vaudreuil, à part, vont constituer une municipalité à part. En une matinée, il y avait un désaccord, mais ils se sont affranchis de Revel. On sait que dans les deux, Vaudreuil va réussir à devenir complètement indépendante et autonome de Revel. Dreuil, par contre, va revenir avec Revel quelques années, même 1 ou 2 ans plus tard. Il y a des problèmes administratifs, de gestion, ce qui fait qu'elle revient dans le giron de Revel. Et ça se passe le 15 mars 1590. Vous voyez, ça va assez vite. Et le 31 mars, il y a 2 députations, une de Dreuil et de Vaudreuil, qui viennent chercher à Revel les matrices cadastrales. Alors, ça, je l'ai mis. C'est presque d'actualité, parce qu'en haut, vous voyez on croirait que c'est le drapeau russe. Mais ça, c'est le drapeau français pour la fête de la Fédération en 1790. C'est pour vous montrer un petit peu les changements qu'il y a eu en quelques années. Donc, sous Robespierre, sous la Convention thermidorienne, ainsi de suite. Et on voit, alors après, ce drapeau, évidemment, il y a les aléas, il redevient blanc sous la Restauration, et parfois même il devient tout rouge, à certains moments de l'histoire. Ce qui est intéressant aussi d'analyser pour Revel, c'est lorsqu'il y a le comité de division du territoire qui se met en place. En effet, l'Assemblée nationale décide
de revoir ce découpage administratif. Pour mémoire, je vous rappelle un petit peu le problème des divisions des diocèses civils, diocèses ecclésiastiques qu'on a vu tout à l'heure. Eh bien là, on va créer, après les communes, on va mettre en place des districts. Ça, c'est le district de Revel, qui est important quand même. Et dans ce comité de division du territoire, il y a 30 membres de l'Assemblée nationale qui vont être désignés pour en faire partie. Dans ces 30 membres, fort heureusement, je dirais, nous avons le marquis Rigaud de Vaudreuil qui en fait partie, et donc qui va influer un petit peu pour que tout se passe bien pour Revel. Alors pour Revel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avant, je rappelle que c'est le 22 décembre 1789 qu'est voté par la Constituante le fait de créer 83 départements. Et le département créé, le département révolutionnaire, va être quant à lui divisé en districts, qui seront eux-mêmes divisés en cantons. Revel sera un de ces chefs-lieux de district en 1790 pour la Haute-Garonne. Vous allez voir, je vais vous expliquer après l'histoire du Tarn et de la Haute-Garonne. Alors, ici, voilà. Ici, vous avez le district de Revel, qui montre qu'il y a le canton de Revel, le canton de Saint-Félix, le canton de Carman et le canton de Lanta, et c'est donc tout cela. Et Revel est le chef-lieu du district, c'est là qu'il y aura aussi un tribunal révolutionnaire en quelque sorte, et cela, c'est ici que se retrouveront des chargés de mission du gouvernement qui seront en Revel, qui ont comme nom Calès, Vidalot et d'autres. Et donc, le 24 juin 1790, il y a, dans le cloître des Dominicains, il y a aussi une importante réunion des milices. Les députés de toutes les milices nationales du district de Revel se sont assemblés en présence du corps municipal dans le cloître des Dominicains. Et là, les gens, là je ne le mets même pas à l'envers parce que je vais revenir en arrière après, mais il y a 11 personnes parmi ces milices nationales, c'est une sorte de la garde nationale si vous voulez, 11 personnes qui vont être choisies pour aller à Paris pour la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Dont l'histoire du Tarn de la Haute-Garonne, c'est qu'au départ, Revel, étant très proche de Pilleran sur le plan économique, par des amitiés qui s'étaient fait entre eux, voulait faire partie du Tarn. Mais il y a eu à un moment un problème avec Pilleran, c'est que Pilleran voulait avoir le tribunal chez lui et voulait être chef-lieu de district pour le Tarn. Et Revel aussi. Donc, il y a eu un petit souci à ce niveau-là, et en l'affaire d'une semaine, tout a basculé, et Revel a demandé le rattachement à la Haute-Garonne. C'est pour ça que nous sommes dans la Haute-Garonne. Nous aurions pu être dans le Tarn. Voilà. Alors, on voit bien que dans la Révolution, il y a eu des faits qui sont passés. Alors, à Revel, comment ça se passe? Eh bien oui, parce que à partir du 21 septembre 1792, parce qu'il y a la prise des Tuileries, il y a l'arrestation du roi, le procès du roi, la décapitation du roi, et il y a la proclamation de la République, à un moment donné, le 21 septembre 1792. Et après, il y a toute une série de périodes de conventions nationales où on va voir la convention girondine, montagnarde, thermidorienne, avec tous les excès qu'il y a eu, vous le savez, puis le directoire, puis le consulat, pour finir donc avec l'Empire. Et alors à Revel, chaque fois qu'il y a des changements, ben, le maire change, les gens changent, et on voit tout ça dans les registres. Et on se rend compte que ça se fait quand même comme ça. Et ici, il n'y a pas trop d'exactions. À Revel, il n'y a pas de gens qui vont être accusés de ceci, de cela. Il y a quand même des suspects qui sont nommés, qui vont à Toulouse. A priori, il n'y a pas de guillotinés. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans les registres. Mais on dirait quand même que dans les registres, ils n'écrivent pas tout simplement parce que la période, on n'a pas trop intérêt à trop s'exposer peut-être. Donc on manque peut-être d'informations, c'est pratiquement certain. Alors avec la République, on voit qu'il y a un détail, le 12 octobre 1792, donc quelques semaines après la proclamation de la République, où est marquée pour la première fois la mention l'an premier de la République française dans la maison commune de Revel. Vous l'avez là. Ça, c'est la première mention que l'on retrouve dans les registres de Revel. D'autres fois, c'est très difficile à lire,
parce qu'il faut suivre un petit peu la date, puisque après c'est écrit, ça va être écrit en langage révolutionnaire, avec le Vendémiaire en 1, en 2, ainsi de suite. Et là, par exemple, à un moment donné, on voit cette mention, en ce 3e jour de la seconde décade du second mois de l'an second de la République. Eh bien, pour trouver ça, voilà, ces séances du 16 septembre 1796 de l'an second de la République française, une et indivisible, vous imaginez que parfois on a quelques petits problèmes pour lire tout ce qu'il y a sur les registres ou tout comprendre. Donc, on suit le long des registres, on suit ces changements d'écriture. Lorsqu'on passe du 16 janvier 1790, je dis n'importe quoi, et qu'on se retrouve le 16 frimaire de l'an 1 ou de l'an 2, il faut tout retranscrire, essayer de revoir, pour suivre sur le plan chronologique tout ça. Alors, je vous ai mis, mais ça, la plupart d'entre vous, vous devez connaître, hein, le calendrier républicain, que l'on retrouve aussi dans les registres de délibération consulaire, avec les 12 mois, mais qui ont des noms très particuliers, comme germinal, floréal, prairial. Le mois n'a plus 4 semaines, avec 4 dimanches fériés, mais se retrouve avec 3 décades de 10 jours, dont il y a seulement 3 jours de fériés, avec des noms très particuliers. Bon, si on est, je ne sais pas, le 15 Vendémiaire, qui correspond à 6 octobre, là on n'a pas de chance, parce qu'on est, on est le jour de l'âne. Voilà. Il vaut mieux naître le jour des tulipes ou des roses ou des trucs comme ça. Voilà. Et ensuite, il y a aussi, ils essayent de mettre un système qui ne va pas marcher, c'est le système de l'heure, dans un système décimal. C'est-à-dire que l'heure n'a plus 60 minutes, mais 100 minutes, avec 100 secondes et ainsi de suite. Ça, c'est un truc qui ne marche pas du tout. Et donc, ça ne tiendra pas très longtemps. Bon, j'avance. Là, voilà, là, je vous montre quelques figures allégoriques représentant les 12 mois révolutionnaires. Et évidemment, la Marseillaise. Alors, on a un registre du comité patriotique de Revel, une sorte de comité salut public local, où on décrit un petit peu ce qui se passe à l'intérieur, dont on parle donc de certaines personnes, des suspects, de ceci, cela. Jamais rien de bien méchant. On parle des problèmes des pauvres, voilà, ça fait un petit peu bureau social aussi. Mais chaque fois, les séances commencent par, on chante la Marseillaise, ou c'est l'hymne de Marat. Alors ça, j'ai essayé de trouver. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle sait ce que c'est que l'hymne de Marat. Est-ce que c'était la Marseillaise qui est appelée aussi comme ça à une certaine période? Je n'ai pas pu trouver. Et enfin, oui, le chant de guerre pour l'armée du Rhin, c'est la Marseillaise. Et c'est toujours, on débute toujours par une chanson, qui est la Marseillaise, et on finit aussi par cela. Et donc, dans cette période de convention montagnarde, notamment, il y a une déchristianisation qui se fait, et on assiste à une régénération, ce qui s'appelle la régénération révolutionnaire, et on va appeler les noms de villes qui ont des noms à consonance qui font trop penser à la royauté, à l'Ancien Régime, on va leur donner d'autres noms. C'est pour ça que Revel devient ville montagnarde. Alors ne parlons pas de Réalmont, Montrégeau, Réalville, qui eux changent de nom aussi. Saint-Juliat devient le mont républicain, le mont civique. Mourville-Haute, parce que Mourville vient d'un nom de noblesse, il va s'appeler la montagne. Carman, qui est un nom de noblesse aussi, ça va s'appeler la lande floréale. Et il y a des villes, par contre, qui, elles, ont eu peu de civisme républicain. Je pense notamment, enfin je pense, c'est ce que j'ai lu dans les livres en tout cas, Lyon, qui n'a pas bien joué le jeu, qui va s'appeler ville affranchie. Quant à Marseille, elle devient ville sans nom. Voilà, Marseille, on l'appelle la ville sans nom. Tant pis pour eux, tant pis pour les Marseillais. Les noms de rues vont changer aussi. Alors les rues, à Revel, ben, la rue Notre-Dame, c'est plus d'actualité, c'est plus la mode. Elle va devenir la rue du Temple de la Raison. Attendez, je vais vous mettre ça. Rue du Temple de la Raison. Où c'est que tu habites? Aux rues du Temple de la Raison. Bon. La rue des Sœurs devient la rue de l'Égalité. La rue des Frères revient la rue de la Montagne.
c'est l'actuelle rue Georges Sabot, qui à l'époque s'appelait la rue des Frères, donc qui s'appelait après rue de la Montagne. La rue Saint-Antoine, rue Marius Douy, s'appelle la rue des Sans-Culottes. La rue de Dreuil devient la rue Marat, et le couvert des Jacobins ou des Frères, c'est-à-dire la galerie du Levant, c'est le couvert de la Raison. Alors ne parlons pas des noms de personnes. Et ça, on le retrouve dans les registres de délibération. En plus, il y a une personnalité de l'équipe municipale qui s'appelle Croux. Alors Croux, ça c'est la croix, ça ne va pas. Donc il va devenir Marat le Jeune, on va l'appeler Marat le Jeune. Et il y en a qui vont chercher des noms de baptême pour les enfants qui naissent, par exemple, qui vont chercher dans l'Antiquité, comme Missus Sévola. Quand M. Scotto, peut-être, il sait qui c'est. Je crois que c'est celui qui a fondé la première république romaine, je crois. Je crois que c'est ça, j'avais lu, je ne me rappelle plus. D'autres qui vont s'appeler Fructidor, d'autres la Montagne. On a même un Pierre Zéphirin de la Montagne. On a, alors certains gardent quand même des noms à consonance un peu anciennes, comme Désiré Rosalie Thérèse, mais il faut rajouter Disterminor derrière. Alors je ne vous dis pas le prénom, il est un cœur assez long. Ou encore il y a Mathieu Augustin La Liberté. Évidemment, à un moment donné, notamment sous la Convention, dès la Convention, lorsque le roi a été décapité, la patrie est en danger. Donc on a toutes les cours souveraines d'Europe qui entourent la France et qui se mettent en guerre contre la France. La France se trouve dans un état très très difficile, puisqu'elle a toutes les forces monarchistes autour du territoire français, aux frontières. Et en plus, il y a une guerre civile en Vendée. Donc c'est là que va arriver donc, la période d'exception, je n'appellerai pas la terreur, j'appellerai la période d'exception de la Convention montagnarde, et c'est la levée en masse. Alors ça ne plaît pas trop, comme ça n'avait pas plu en Vendée, d'ailleurs comme ça qu'avait commencé un petit peu la révolte de Vendée. À Revel, on voit donc que sans arrêt on demande des gens. La ville Revel doit fournir un gros effort de guerre. Fournir des bœufs, fournir du foin, fournir de l'avoine, fournir plein de choses, du métal. On doit fournir plein de trucs, ça on le voit dans les registres de libération. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Montégut, il y a une dizaine, 10-15 années environ, quelqu'un était en train de refaire des murs, et notamment un côté de fenêtre. Il avait enlevé du vieux plâtre, et sous le plâtre, il avait trouvé un vieux plâtre où il avait trouvé des choses inscrites, gravées. C'est ce que vous avez là, que vous ne lisez pas très bien, mais qu'on a essayé de transcrire ici, et où il y a écrit « Les volontaires de Revel sont partis d'ici le 7 mars, certainement 1793, pour aller joindre, certainement, leur bataillon à Toulouse. » Voilà. Donc, on sait que dans cette maison à Montégut, c'était un centre où on mettait tous les volontaires qui partaient après en groupe à Toulouse pour rejoindre certainement l'armée d'Espagne, l'armée du Gommier. Alors, à Revel aussi, on retrouve que on va créer plein d'ateliers de salpêtre. En plus, Revel, c'est bien, c'est un peu humide. C'est humide dans les caves, dans les bas de mur. Il y a de l'humidité. Ça, c'est propice pour sortir ce qu'on appelle du sel de roche, le salpêtre. C'est moisissures donc, qui vont permettre de faire de la poudre à fusil, de la poudre à canon. Là, on en fait beaucoup. Et on voit qu'il y a toute une organisation, y compris des fours. Alors, je ne sais pas comment ils le fabriquaient. J'ai essayé de retrouver ça aussi. Ben, j'aurais voulu vous en parler, mais tout comme ça, je n'aurais pas eu le temps. Mais on voit qu'ils vont couper du bois à Beauregard pour faire des feux, pour chauffer certainement ce sel de pierre, pour faire du salpêtre. Ensuite, sous les galeries et sous la halle, eh bien, on entasse du foin. On met du foin et du foin et du foin, on en met plein. Tout simplement parce qu'il faut approvisionner l'armée de Dugommier, l'armée qui est en Espagne, qui n'est pas très loin. Donc, les gens vont commencer à s'affoler un petit peu parce que beaucoup de foin sous la halle, ils ont déjà connu des problèmes d'incendie. Quand un incendie, ils n'avaient pas les systèmes pour éteindre les feux qu'on a actuellement.
si du vent d'autant avec une halle pleine de foin, vous imaginez la ville dans quel état elle pourrait être. Donc on s'inquiète un petit peu. Alors après, on trouve un endroit mieux, c'est de la mettre dans l'église. Enfin, au temple de la raison, dans l'église, mais là c'est un peu pareil. Et alors après, on n'entend plus parler, je pense qu'ils ont trouvé d'autres solutions. Mais donc, ils mettent plus de foin sous la halle. Alors, on retrouve aussi la présence, ce que j'en ai parlé, des clubs patriotiques, des clubs politiques. Alors au début, ça s'appelle la Société des Amis de la Constitution de Revel, mais ça c'est encore sous la monarchie constitutionnelle, c'est tout à fait au départ. Mais après, il devient Club Montagnard de Revel, la Société des Populaires de Revel. Donc je vous ai parlé un peu de ce qui se passait dans ces clubs. On sait que ce club se trouvait dans la rue de Toulouse, chez un certain Jean-Pierre Dumas, et ces séances ont lieu le dimanche, à l'issue des vêpres, et le jeudi à 8 h du soir. Le lieu des séances publiques est dans l'église des Jacobins, sous la galerie du Levant. Comme je vous le disais, il y avait toujours une chanson au départ, une chanson à la fin. Le problème du manque de denrées alimentaires, il faut approvisionner l'armée, les cultures ne se font pas très bien, le climat n'est toujours pas très bon. Le peu de denrées qu'on a les gens ont tendance à les garder pour les revendre plus cher. Donc ça, la Convention va veiller à ça. Et à Revel, on voit qu'il y a des équipes qui sont menées pour aller fouiller dans les maisons, pour voir s'il n'y a pas des stocks de blé cachés ou des gens qui les vendent à des prix exorbitants. Et pour cela, on va bloquer les prix. Ça va se faire donc, notamment sous Robespierre. On va bloquer les prix avec ce qu'on appelait la loi du maximum. C'est-à-dire qu'il y a une loi, il y a un prix à ne pas dépasser. Et sur les marchés, il y a des gens qui vont contrôler. Et on contrôle vraiment partout. Et gare à celui que l'on trouve en train de frauder. Et on voit bien qu'il y a 3 marchés par décade. Donc on n'est pas dans les semaines, je vous le rappelle. 3 marchés à Revel. Le tridi, le sextidi et le nonondi. Bon, le 3e jour de la décade, le 6e et le 9e. Donc le marché n'était plus le samedi. On note aussi de nouvelles formulations dans les écrits de ces registres de délibération consulaire. Eh bien, il est interdit de vouvoyer, on se tutoie. Le vouvoiement, c'est un truc de l'Ancien Régime, et on voit que dans les courriers, partout, eh bien, il y a ce genre de mention. Tu voudras bien donner une note, ce qu'il t'a été prêté par l'ami Sarah, tu as besoin de cet employé, tu m'enverras l'état de situation de ton magasin. Même si on ne se connaît pas, on se tutoie. On retrouve aussi sur ces registres de délibération des petits dessins. Alors, évidemment, ça, vous connaissez, le bonnet phrygien, qui a une origine antique. On le retrouve en Anatolie, plus précisément en Phrygie, c'est pour ça qu'on l'appelle le bonnet phrygien. Et la symbolique, c'était que les gens qui avaient ce couvre-chef étaient des esclaves affranchis de l'Empire romain. Et cela représentait en quelque sorte leur libération. Donc, la Révolution, la Convention montagnarde et les sans-culottes vont prendre ce bonnet phrygien comme symbolique révolutionnaire. Et l'on retrouve donc dans les registres de libération des petits dessins comme ça, vous voyez, s'il y a marqué Revel, le 25, je ne sais pas quoi, et aussi ce bonnet phrygien qui est fait comme ça. On voit bien que c'est à Revel. Alors, truc assez intéressant, alors je vais peut-être m'avancer dans ce que je vais dire, vous le prendrez comme vous voudrez, mais vous savez qu'à Piloran, il y avait un cordonnier qui s'appelait Guillaume Lavabre, qui, quelques jours après la constitution, la création de la Première République, avait créé une petite chanson qui s'appelait La guérison de Marianne, la guérison de Marianne. Et cette chanson, qui était chantée sur l'air des Deux Savoyards, moi l'air je ne le connais pas, donc quand on voit le texte, on voit bien que cette Marianne, ce fameux Lavabre,
c'est fait pour les sans-culottes de Piloran. Ce fameux Lavabre appelle Marianne un personnage qui va incarner la République et quelque part la liberté, l'égalité, la fraternité. Et elle est malade, cette Marianne, cette République. Et il nous dit pourquoi elle est malade. Et elle est malade. Alors attendez, je l'ai marqué parce que... Non, je ne l'ai pas marqué, c'est pas là, c'est dans la publication que j'ai marqué. Mais parce que dedans, on parle des généraux qui ont trahi. Des généraux, par contre, qui ont réussi à avoir des victoires, comme à Valmy, par exemple. On parle aussi du manifeste de Brunswick, où on voulait égorger tous les Parisiens. On parle du meilleur médecin qu'a eu Marianne. Il parle... Ah, c'est pas ça. Le meilleur médecin, il dit, c'est Montesquieu. Buon patriote de Mariano Medici, dans une bol avec de la graisse de marmotte, tout allemand l'a guéri. Il l'a guéri ainsi avec des graines de marmotte. Voilà. Alors tout ça, vous allez dire, bon, c'est une petite chansonnette, pas grand-chose, mais le problème, c'est que le fait qu'elle s'appelle Marianne, c'est la fameuse Marianne que l'on a retrouvée, qu'on va retrouver beaucoup plus tard, mais qui est déjà instituée pratiquement dès 1790. On parle, pas de Marianne, mais d'une femme qui incarnerait un petit peu la Révolution, dès 1790. Et cette Marianne, le nom de Marianne, c'est la première occurrence à Piloran, que l'on trouve sur un texte qui se trouve dans les archives de Toulouse, où on voit que cette Marianne a été créée en quelque sorte à Piloran et qui est en quelque sorte le berceau républicain et occitan de la Marianne. Ce qui est intéressant, et là c'est mon petit côté chauvin, c'est que ce fameux Lavabre, cordonnier, de 1792 à 1795, est venu à Revel pour pratiquer certainement son métier de cordonnier. Il est parti de Piloran, il est venu ici. Et la chanson a été faite en octobre 1792, dont nous pourrions, nous Revel, je prends des risques, là je sens, s'il y a des gens de Piloran, ils ne vont pas être contents. On a notre petit mot à dire dessus. C'est-à-dire que peut-être ce monsieur Lavabre, c'est le bon air de Revel, peut-être qui a donné l'idée d'écrire une partie, alors nous allons dire, on va partager, une partie de cette Garise de la Marianne. Ce qui est intéressant aussi à voir, c'est cette petite statuette qui est ici. Ça, nous l'avons dans la maison Rodier. Vous savez, c'est à la Galerie du Nord, là où c'est qu'il y avait l'étude de Maître Trouche. Et dans la seconde cour, on a cette figurine, une tête de femme avec manifestement un bonnet phrygien qui constitue la partie sommitale d'un arc, le claveau d'arc d'un cintre de fenêtre. Et il y est toujours. Hein. Et si vous regardez, pour moi, ça c'est une Marianne. Alors, la dater de façon contemporaine avec Lavabre, c'est pratiquement impossible, puisque la Marianne en tant qu'effigie date de beaucoup plus tard, date du 19e siècle. Donc on peut penser ici quand même que c'est une Marianne, une des premières Mariannes qu'il y a eu à Revel, qui peut dater de 1800 et quelques, je vais dire. Voilà. Et qui se trouve à un endroit donc, où se trouvait une grande maison de maître appartenant au fort, à l'ancien maire fort, Élysée-Fort. On retrouve notre Marianne après, beaucoup plus tard, là c'est la révolution de 1830, là on n'est plus dans les clous, hein, mais on la voit avec les seins un peu dénudés, quoi. Et le drapeau tricolore. Alors, dans cette symbolique révolutionnaire, qu'est-ce qu'on a, à part cette Marianne, qui peut-être, pour avoir une certaine paternité auprès de Revel? Eh bien, à Revel, dans les registres, on retrouve une mention de l'hôtel de la Patrie. L'hôtel de la Patrie, on le retrouve en date du 3 mars 1793. Et c'est le citoyen Vidalot, qui est le vice-procureur syndic du district de Revel, donc, qui va dire que, eh bien, il faut construire et décorer l'hôtel de la Patrie. Et c'est le dimanche suivant que la cérémonie aura lieu. Et on prévoit même de nommer un assistant à Vidalot pour réaliser cet hôtel de la Patrie. Ce sera Daniel Combos.
voilà, qui fait partie du conseil municipal. Où était cet hôtel de la Patrie? Lorsqu'on fait des recherches un petit peu, l'hôtel de la Patrie peut être quelque chose en pierre, quelque chose de monumental, ça peut être aussi un petit truc en bois, un truc très simple, un truc qui risque de ne pas durer dans le temps. Mais c'est une grande symbolique. C'est là où l'on vient lire des textes, où l'on vient un petit peu construire la cohésion un petit peu de la population revelloise par rapport à la République. Et cet hôtel de la Patrie, souvent, se trouve à côté de l'Arbre de la Liberté. Excusez-moi, toujours pareil, je n'ai pas passé les diapos, voilà certains hôtels de la Patrie. Et il se trouve donc à côté d'Arbre de la Liberté. Et là aussi, on retrouve à Revel des mentions. Ça, c'était pas trop connu parce qu'on ne savait pas trop. En cherchant, il faut vraiment aller lire au fin fond de documents qui, à premier aspect, ne présentent pas un gros intérêt. Mais on va trouver que, par exemple, là, c'est une histoire de travaux sous la place centrale où on va changer une panne longue et qui se trouve vis-à-vis de l'Arbre de la Liberté. Voilà, ça c'est à Revel. Donc on sait que l'Arbre de la Liberté se trouvait sur un bord latéral d'un des 4 côtés du beffroi de Revel, et donc que cet hôtel de la Patrie devait se trouver juste à côté. Alors tout est mélangé, vous avez vu, je reviens sur les Girondins. Bon, on va passer ça, je n'aurai pas toujours pas le temps. À un moment donné, on retrouve donc les biens nationaux, ça je passe. Les biens nationaux, dont évidemment, qui vont être récupérés chez les immigrés, notamment il y en a beaucoup, là on voit pas mal de détails par rapport au Rigaud de Vaudreuil, dont ils récupèrent les biens aux émigrés, et puis ça va être vendu en assignats, des assignats qui vont se dévaluer énormément, c'est-à-dire les gens qui achètent des biens, c'est pas gratuit mais presque, quoi. C'est pas cher du tout. Qui peut acheter des gens qui ont déjà beaucoup d'argent. Et on retrouve, il y a une étude, notamment de Touroud, où il a fait une étude de ces biens nationaux à Revel, et on voit très bien quand même qu'il y a pas mal de biens qui sont vendus et qu'on va avoir 180 acquéreurs, et il y aura 51 bourgeois qui vont acheter ces biens nationaux, et 135 paysans. Alors les biens, je vous en ai parlé, c'est les Rigaud de Vaudreuil, mais c'est aussi des biens, par exemple, de la seigneuresse de Massaguel, du seigneur de Durfort, de Saint-Amancet, les biens de Ric et Carman, Saint-Félix aussi. On fait aussi l'inventaire des meubles et effets du curé Roch à Vore. Et le marquis de Vaudreuil, lui, il se fait un peu tirer les oreilles, bien parce qu'il va émigrer quand même assez rapidement. Là, j'aurais dû en parler avant, mais là, je suis dans cette thématique. Rigaud de Vaudreuil, lui, il va cacher pas mal de biens dans des fermes chez ses sujets, en quelque sorte, qui sont gagnés à lui et qui vont lui cacher de la vaisselle et pas mal de choses. Et tout ça, on le retrouve dans les archives. Ensuite, il y a les prêtres jureurs à Revel. Dieu sait qu'ici, au niveau de la religion, il y a un gros blocage par rapport au phénomène de déchristianisation. Blocage de la population qui reste dans ses traditions, d'aller à l'église. C'est quand même avec l'église que les gens sont baptisés après la naissance, qu'on meurt. Enfin, voilà, c'est fortement ancré dans la population. Et les prêtres jureurs ne sont pas très bien vus. Par contre, ceux qui ne veulent pas jurer, ben, ils ne peuvent plus aller à la messe, ils ne peuvent plus faire la messe. Et il y a des problèmes. On trouve des problèmes à Saint-Julien, un peu partout. Je passe un petit peu dans les détails. Ça sera parfaitement détaillé dans les articles du prochain tome 4. Mais là, c'est déjà 10h05, donc il faut que j'avance. Donc, il y a aussi une association à Toulouse qui fait en sorte que les prêtres ne jurent pas. C'est ce qu'on appelle l'AA, Association Amicorum, les amis de l'association, donc pour ne pas que les gens jurent. Et à Revel, sur 5 curés, il y en a 5 qui ne veulent pas jurer. Voilà. Alors, c'est vrai que je survole un peu, mais je ne peux pas faire autrement. Ça durerait trop longtemps, voilà. J'avais tout ça, j'aurais voulu développer, je ne peux pas. À Revel, on retrouve aussi, à une époque, donc surtout sous la Convention montagnarde, énormément de certificats de civisme et des billets de confiance. Tout le monde en demande, tout simplement.
les certificats de civisme permettent de dire que vous êtes un bon citoyen et vous avez comme ça peu d'embêtements pour être emprisonné, voire passer à la guillotine. Donc tout le monde en demande. C'est par centaines, à ça les registres sont remplis. Je ne vais pas tout détailler, mais c'est incroyable. Les gens demandent donc ces certificats de civisme et les billets de confiance. Et enfin, il y a un médecin revellois, il fallait que j'en parle, je vais en parler très rapidement aussi, Jean-Marie Callès, qui est médecin de Revel, qui lui va rentrer dans la Convention, va être élu député, va être représentant du peuple. Il sera, disons, modéré, il ne sera pas comme Carrier quoi, ou d'autres, ou Fouché à Lyon. Mais il va écrire pas mal de choses, il va notamment développer, écrire notamment sur la pédagogie, sur faire des études pour les jeunes filles, et bien d'autres choses. Et il va faire notamment, chose qui restait encore de nos jours, puisque c'est la tribune de l'Assemblée nationale, c'est ce chef-d'œuvre qu'il y a ici. Ça, c'est une œuvre qui a été commandée par Callès et 3 autres personnes, je n'ai pas les noms, mais Callès faisait partie après du Conseil des 500, et c'est là qu'il a fait faire cette sculpture où l'on voit les trompettes de la renommée et l'histoire, la muse de la renommée et de l'histoire, donc, qui sont aussi une sorte de symbolique révolutionnaire et que l'on retrouve encore sous le perchoir, ça, le perchoir du président de l'Assemblée nationale. Et là, c'est les gens qui viennent parler. Donc vous l'avez, si vous regardez parfois les séances, vous les avez. Donc le paupérisme, on en a parlé, qui touche absolument énormément de personnes. Et je voudrais terminer, je vais essayer de faire vite, par la contre-révolution. En vérité, la contre-révolution va toujours être présente ici, ne serait-ce que par des mouvements de résistance lorsqu'ils cachent les cloches à Saint-Juliat, par exemple, ou lorsqu'on va abattre des arbres de la liberté, ou détruire des hôtels de la patrie, ça, tout ça, on le retrouve dans les registres. Mais aussi, voilà, je passe, on retrouve à un moment donné, à Revel, un imprimeur qui s'appelle Jean-Bernard Brumas, qui se trouve dans la rue de Sorèze. Au départ, il était à la place du Paty, à Revel, et dont on n'a pas trouvé les journaux anti-révolutionnaires, donc des journaux monarchistes, qui s'appelaient L'Ami des Campagnards, qui paraissait un périodique qui était hebdomadaire, et qui a duré pendant un an, je crois, pratiquement un an. On n'en a trouvé aucun exemplaire, évidemment. C'était tiré quoi, 100, 200 exemplaires, peut-être pas plus. Par contre, on retrouve quelques impressions qu'il a fait, notamment pour les listes des élèves de l'École nationale et militaire de Sorèze. Donc Brumas, c'était l'imprimeur. Et il y avait donc le gars qui faisait le journal, qui s'appelait Antoine Durand, Marc-Antoine Durand, qui habitait Revel, et qui, fort heureusement, dont lui, il aura la peine de mort, mais il va s'échapper. Et on le retrouvera après, sous l'Empire, même, je crois, sous la Restauration. Il s'en sort très, très bien, quoi. Voilà. Il faut savoir que, immédiatement après, lorsqu'il y a cessation de cette impression de l'Ami des campagnes, il va y avoir à Toulouse une insurrection royaliste qui va s'attaquer à Toulouse. Ils ne vont pas réussir à prendre Toulouse. Ils vont se retrouver ici, dans la région, à Saint-Félix, au Casses, à Montaigu, à Auvezine. On va dresser le drapeau blanc monarchique du royaume et on va essayer d'attaquer Carman. Et là, on va avoir plein de bataillons de la garde nationale qui vont se regrouper à Revel, qui vont monter à Carman et qui vont mettre en défaite l'armée royale qu'il y a à Carman. Ils vont partir, ils vont battre en route, descendre sur Muret, Saint-Gaudens, ils vont être en voulant passer en Espagne, mais à Saint-Gaudens et notamment à Montrégeau, ils vont être complètement défaits. Il va y avoir plus de 8000 morts dans cette bataille.
Voilà, on va passer. Et notre fameux Lavabre, celui qui a écrit la Mariade de la Garise, va aussi faire une autre chanson qui va s'appeler la Canción Republicano et de façon plus populaire appelée la Cagado royaliste. Et ouais, pour ceux qui connaissent le patois. Et voyez bien, évidemment, et il parle bien de Saint-Julia, Piloran, Castres, Revel, qui coupec, Dounec, et Douneren, Sulbec, des royalistes, les gens de Piloran, Castres, Revel, ainsi de suite. Donc voilà, et ça c'est pareil, sur un air de musique qui s'appelait « Il était une fillette ». Et alors ça c'est intéressant parce qu'on trouve presque tout sur Internet, vous l'avez. Allez par curiosité, allez voir, vous tapez l'air « Il était une fillette », il y a une chorale qui chante ça, mais ce soir je ne vous parlerai pas des paroles, c'est absolument transcendant, je vous laisse découvrir. C'est allez, je vais employer des mots, d'un érotisme pornographique. Voilà. Mais ça s'écoute, la chanson est marrante. Alors, j'ai essayé de le chanter en lisant ça, c'est impossible. Voilà. Alors, voilà, on s'arrête là. Excusez-moi, c'est un peu décousu, mais j'ai travaillé pourtant beaucoup de jours, mais c'était très compliqué de sortir, comme on dirait un certain auteur, la substantifique moi, essayer de ne pas trop mélanger. Je sens qu'à un moment, je me suis démangé, mais je vais essayer de vous brosser un tableau. J'espère avoir réussi à vous montrer ce qu'on peut voir dans les archives de Revel. Vous avez vu quand même, c'est pas rien. Moi, ce que je retiens surtout, c'est l'histoire de la Marianne, de cette grande contre-révolution de 1789, du personnage de Calès et de un peu tout ce qui se passait dans la ville de Revel. Mais c'est vrai qu'à Revel, on se rend bien compte que dans ces périodes bien difficiles, les gens sont opportunistes, c'est-à-dire pas d'histoire, pas de vague. Quand la convention est finie, on est d'accord avec la nouvelle convention thermidorienne, puis on sera d'accord avec le directoire, on sera d'accord avec l'Empire, et ainsi de suite. J'espère que j'ai été quand même assez logique et cohérent, et que ça vous a plu. Merci. Alors, merci. C'était suivant le pouvoir qu'il y avait à l'époque à Paris. À un moment, c'était l'Assemblée nationale au départ, l'Assemblée nationale constituante. Et puis après, tu as eu la Convention, tu as eu les comités de sûreté générale, ça venait un peu partout. Les comités de salut public à Paris, voilà, ça dépendait de ce que c'était. C'est par Internet, oui. Alors quand même, si je vais développer, tu as bien fait de me poser la question, c'est un copain. Quand je parle de 7 jours, c'est pour un courrier normal, 7 jours. Mais il peut y avoir des courriers rapides. C'est-à-dire, tout ça je l'ai lu, vous avez bien vu, vous avez bien compris, moi je n'ai pas vécu à cette époque-là, donc c'est des trucs que j'ai repiqués. L'histoire c'est ça, on pique ce que les autres ont déjà écrit, ou ce qu'il y a dans les archives. Donc j'avais lu que ça m'avait marqué, parce que c'était intéressant, parce qu'il y avait quand même la presse, bien avant la Révolution, il y avait la presse. C'était tiré, allez, au maximum à 600, 700 exemplaires. Tout le monde ne disait pas, mais après les gens, ils pouvaient, certains, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens qui ne savaient pas lire, qui ne savaient même pas écrire, mais les choses pouvaient se dire après, se propager oralement. Donc, ce qui était intéressant de savoir, c'est lorsqu'il y avait un journal qui paraissait à Paris, le lundi, je dirais, il y avait des gens de Toulouse qui en achetaient 2-3 exemplaires, qui par courrier rapide le faisaient descendre sur Toulouse, donc ça arrivait là 5 jours, le vendredi. Le vendredi, ils avaient le journal, et dans la nuit, ils faisaient tourner les rotatives, non, les pressoirs. À l'époque, il n'y avait pas de rotatives. Les pressoirs, et le samedi ou le dimanche, les gens de Toulouse et de la région, c'est-à-dire dans les jours suivants, ils avaient les nouvelles des journaux qui étaient à Paris. C'était déjà pas mal. Alors, à cette époque, juste avant la Révolution, on mettait 7 jours un petit chariot pour descendre de Paris à Toulouse, il faut savoir quand même qu'il y avait une véritable révolution vière, on va l'appeler comme ça, au niveau des routes, c'est que 20 ans avant, 20 ou 30 ans avant, l'état des routes était vraiment encore pire que ce qu'il y avait dans les années 1780. C'est-à-dire que pour descendre de Paris à Toulouse, il fallait le double temps, c'est-à-dire 15 jours, voire plus. Alors l'hiver, peut-être c'était quelques jours de plus. Oui, l'écrivain public.
l'écrivain public, bien sûr, oui, bien sûr. Les gens, ils n'avaient pas besoin d'écrire tellement, quoi. Sauf lorsqu'il y avait des testaments, des procès, il y avait des gens qui le faisaient pour eux. Il fallait payer. Il y en a qui écrivaient très bien, d'autres très très mal. Il y en a qui avaient les plumes avec des taches d'encre qui... Là, c'est pas bien, ça. Hein. Il y en a que on ne peut pas faire de transcription. Non. À Revel, le seul écho qu'on a, c'est que chaque fois, ils valident ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils reçoivent automatiquement. Quand c'est la Convention montagnarde qui prend le pouvoir, elle envoie des trucs avec ses représentants du peuple. Ensuite, ils nomment des gens, les gens changent, chaque fois on voit. On voit entre la Convention girondine ou brissotine, enfin, il y a certains historiens qui disent que parler des Girondins, c'était impropre, mais bon, il y en a beaucoup qui étaient de la Gironde. Mais si vous voulez, quand il y a des changements, on voit qu'automatiquement qu'il y a des gens qui sautent, quoi. Alors, il leur arrive rien, a priori. En tout cas, je n'ai pas trouvé, il leur arrive rien. Ils sont des fois certains incarcérés. Ça a l'air de se passer, bon, je ne sais pas si ce mot est un peu impropre quand même, ça a l'air de se passer ici un peu à la bonne franquette, c'est-à-dire même des gens qui ont trempé dans des trucs qui ne vont pas avec le nouveau pouvoir mis en place. Hein, on voit que les gens qui sont en place, de suite, disent « oui, mais à une époque, il a fait ça de bien », ils essaient de... Les gens se couvrent, quoi. Ils sentent que ça va tourner, ils ne savent pas dans quel sens, on le sait, hein, ça tournait comme ça, quoi. Hein. Et ici, alors ça change, voilà. Alors on voit par exemple un père qui dit « Vous avez emprisonné mon fils, mais vous savez, il y a 3 ans, il était à l'Arbre de la Liberté, il a déclamé, il a fait ça. » Voilà. Il faut dire qu'ici, on a été assez... Bien qu'on a parlé de Petite Vendée ici, à un moment donné, parce que quand il y a eu le phénomène de déchristianisation sur la Convention montagnarde, ici, ça a bougé. Hein. Ça aurait pu partir en Petite Vendée, parce que Toulouse a toujours été une ville jacobine, fortement jacobine, et a pu empêcher ça. Mais à une époque, ça partait assez mal. Et si vous voulez, il y a eu quand même, je ne veux pas minimiser, mais il y a eu peu de personnes guillotinées. Peu de personnes guillotinées, y compris sur Toulouse. Sur Casse, il y en a eu 2 ou 3, 4, enfin voilà, c'est peu de choses. Il y a certains même historiens qui disent que le nombre de morts à Montrégeau, autant côté républicain, mais ça était surtout dans l'armée royale, il y a eu moins de guillotinés sur le sud-ouest, on va dire, qu'à cette fameuse bataille de Montrégeau. C'est pas pour minimiser le truc, hein, bon. Mais voilà, ici, il n'y en a pas eu. Il y a eu quelques curés qui ont été là aussi, bon. Puis il y en a beaucoup qui sont partis. Il y en a même, je pense, on leur a facilité de pouvoir partir. C'est un peu comme, même j'ai vu quand il y avait la guerre de religion entre protestants et catholiques, hein, contrairement à ce qu'on pense, alors évidemment, il y avait les ultras, hein, comme on dit, les radicaux, les tailleurs de sandwich, de bistec, on va dire un peu comme ça. Mais il y a tous ceux, les catholiques, qui protégeaient des protestants, et des protestants qui protégeaient les catholiques. Notre cher, excusez-moi, oui, je veux dire, pasteur théologien connu d'international David Martin, doit sa survie lors des guerres de religion, donc c'est bien avant la Révolution, on est bien d'accord, vous vous situez, doit sa survie à 2 familles catholiques qui l'ont caché. Il a pu immigrer à La Haye, donc aux Pays-Bas. On retrouve ça au temps des guerres des Cathares, où vous avez des curés catholiques qui vont cacher des parfaits. Et parfois, dans la même famille, il y en a un qui est curé et l'autre qui est parfait. Voilà, bah, c'est à l'image comme la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Il y a les gens qui étaient d'un côté, l'autre de l'autre. Il y a eu des gens même qui étaient du mauvais côté, mais qui n'ont pas fait de ça le truc. D'autres, voilà. Puis il y a les résistants de la dernière heure qui ont fait aussi des saloperies pendant la guerre. Bon, on trouve de tout. Et dans l'histoire, on retrouve ça. L'être humain, c'est ça, quoi. Oui, alors je dis qu'on a vu qu'il y avait une imprimerie. Oui. Oui. Donc on peut supposer qu'ils ne se contentaient pas de publier les avis de décès. Non. Ils devaient publier les informations municipales. Oui.
hein, Oui. d'autres informations. Oui. Parce que là, la diffusion de l'information, c'est le moyen idéal. Quand il y en Oui. a pas, c'est le magnifique. À cette époque-là, c'était un bon moyen d'information. D'ailleurs, les journaux, comme je disais, qui étaient tirés à peu d'exemplaires, hein, comme le Père Duchesne, bon ça on est dans les publications révolutionnaires, hein, étaient tirés à peu d'exemplaires. Mais il suffisait parfois d'un petit tirage de 5 exemplaires, qui s'était multiplié, les gens, mais ils n'avaient pas la télé, tout ça, et ça communiquait drôlement plus que nous. À la limite, nous on prend les infos de la télé, mais après peut-être entre nous, on ne communique pas très bien. Là, à l'époque, ça y allait, hein, et on sait que parfois, il suffisait même d'une parole. On prend le cas de Camille Desmoulins, qui dit que les armées royales sont au Champ de Mars, ils vont venir égorger tout Paris. Et bien, 4 jours après, pouf, les gens, ils montaient, c'était le 14 juillet, quoi, ils montaient à la Bastille. La Bastille de Beauvoir. Bon, ça va, merci. Merci. Ça donne envie d'en faire d'autres, merci. Et revenez. Ça a été filmé pour ceux qui n'ont pas pu venir, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas pu venir. D'ici quelques semaines, il faut quand même un peu de temps, ça sera sur YouTube. On a d'autres films, on est en train de préparer une chaîne YouTube où vous pourrez voir des conférences d'avant et ainsi de suite. Merci pour votre présence.